Pour beaucoup, la timidité est un frein, un défaut contre lequel il faut lutter pour s'affirmer. Pour Jean-Paul Beignet, elle n'est qu'une excuse. Pour avancer, il faut savoir agir sur un coup de tête, sans jamais regretter ce que l'on laisse derrière soi. L'on n'est plus timide quand on sait véritablement ce que l'on veut. La preuve, avec ou sans filtre. C'est par ici que ça se passe, Jean-Paul. Votre histoire commence en 1976. C'est marqué à Bastelicaccio. Enfin, vous naissez à Ajaccio, je crois. Hein, Oui, c'est ça. oui. Je suis né à Ajaccio. Avec là, je vous ai mis avec les deux femmes de votre vie, Oui, les deux premières. ma mère et ma sœur, Yolande et Karine. Ouais. Ah, ça fait bizarre de les voir comme ça en grand. Hein. Vous voulez parler de qui d'abord? Oh, de ma mère. De ma mère. Ma mère, Yolande, qui est une très belle femme, hein. Toujours tirée à quatre épingles, le sourcil monté, maquillée, mais pas beaucoup, mais juste ce qu'il fallait. Un grain de beauté juste au niveau du sourcil. Elle a très bien pu avoir les cheveux longs, qu'elle est jusqu'aux fesses, comme avoir des coupes courtes à la garçonne qui lui allaient vraiment bien. Non, une femme d'exception avec un caractère de feu. Hein. Caractère de feu? Ouais, un caractère de feu, mais bon, qui sait respecter tout le monde, bien sûr, mais un caractère qui... elle savait ce qu'elle voulait et ce qu'elle ne voulait pas, surtout. Donc, Caractère qu'elle a transmis à votre sœur? à Karine, oui. À À Karine, Karine, un petit peu, hein, oui. ouais. Ils sont les deux sur cette photo. Hein. Et donc, oui, ma sœur également une très belle femme. Vous allez grandir à Ajaccio, à Bastelicaccio aussi, notamment. Oui. Hein, le t-shirt, vous portez où les couleurs du village? Oui, Famille unie, et puis un jour, au début des années 80, c'est ça? Il y a 83, oui. votre mère qui fait montre vraiment de son caractère, là, Mhm. hein, qui décide de prendre toute la famille, enfin en tout cas vous et votre sœur, et de partir de Corse, en fait, c'est ça? Oui, mes parents se sont Ouais. séparés et donc... Votre mère, elle veut plus entendre parler de la Corse et elle vous met là-dedans? non, c'est pas qu'elle veut plus entendre parler de la Corse, c'est qu'elle a pris une décision, elle s'est engagée en tant qu'infirmière militaire. Donc elle vous met dans cette voiture? C'est ça. Hein, donc, dans celle-là, dans une ouais, voiture comme ça, je pense c'est pas que c'est ça. une R5. C'est ça. On part en Allemagne, vivre en Allemagne. On a pris le bateau et on est parti vivre à Fribourg, ma mère, ma grande sœur et moi-même. Et voilà, une nouvelle vie commence. Alors vous partez effectivement, il fait beau, vous arrivez ici, c'est une caserne, c'est un peu ce genre de caserne, non, hein? Vous aviez des appartements qui étaient destinés aux gens qui travaillaient justement. Choc thermique et choc culturel, j'imagine, pour vous. Oui, c'était énorme. Mais c'était super parce qu'en même temps, on voit d'autres choses et à cet âge-là, on se nourrit un peu de toutes les expériences et c'était une aubaine pour moi également. Une aubaine. Oui, bien sûr, parce qu'en même temps, si j'étais resté en Corse, j'aurais pas connu tout ça, peut-être que je n'aurais pas eu cette vie-là. Et donc, du coup, je pense que c'était une chance également. Ouais, parce oui, que là, vous allez dans un lycée français, mais vous apprenez l'allemand, vous rencontrez beaucoup d'expatriés finalement. Également, oui. Non, c'était une des plus belles expériences de ma vie et je remercie ma mère qu'elle ait pris cette décision de partir. Ah ouais. Oui, de partir et d'avoir cette force de pouvoir partir quand elle pouvait partir. Mais de temps à autre, chaque année, du moins chaque été, vous revenez quand même en Corse pour les vacances. Oui, bien sûr. Et je les ai matérialisées comme ceci, les vacances, Jean-Paul. Est-ce qu'elles sont bien matérialisées? Oui, bien sûr. C'est ma grand-mère. Hein. C'est ma grand-mère, Josette. C'est la troisième femme de votre vie. Oui, c'est ça. La troisième femme de ma vie, une des femmes les plus importantes. Et donc, dès que je venais en été, j'allais bien sûr voir mon père. Mais après, j'ai passé la plus grande partie de mon temps, justement, avec ma grand-mère. Et elle aussi, elle a un sacré caractère, parce qu'elle Oui, aussi divorce. Oui, elle a divorcé vers la quarantaine, elle a repris ses études et elle a fini greffière au tribunal d'Ajaccio. Et donc là, une nouvelle vie commençait pour elle. Elle vous emmenait d'ailleurs. oui, hein. elle Vous étiez m'emmenait. constamment fourré avec elle sur le J'étais cours Napoléon. Là, c'est son Ouais. appartement du cours Napoléon. C'était entre et sort ici. Il y avait constamment des amis. Elle avait beaucoup d'amis, je Elle crois, avait votre grand-mère. beaucoup d'amis, elle sortait beaucoup. C'est une femme très avenante, qui aimait rigoler, qui aimait faire la fête. La première fois que vous allez en boîte de nuit, c'est avec elle. C'est je me suis avec laissé elle, entendre ouais. dire. C'est ça. Elle m'avait emmené, j'avais 15 ans, elle m'avait emmené en boîte avec ses amis. Elle faisait la fête. Hein. Elle faisait la fête. Ça a été la première grosse peine de votre vie quand elle est décédée il y a quoi? Oui, c'est à peu près une dizaine d'années, à peu près. Hein. À peu près une dizaine d'années. Après, je ne suis pas très date, les dates ne m'intéressent pas. Mais, mais c'est un sentiment qui est toujours présent. On oublie jamais les personnes, ils vous ont fait. Elles vous ont fait, quoi.
Quand vous voyez comment elle me tient, on dirait que je suis la troisième merveille du monde, quoi. Voilà. Mais bon, c'est marrant. On vous retrouve, vous, à 13 ans, 13-14 ans en tout cas, je ne sais pas exactement, mais Ouais. moi, pour la date, ça m'arrangerait que ça soit dans ces eaux-là, parce qu'en 89, effectivement, le mur tombe. Le mur tombe. Donc il n'y a plus besoin de base militaire Non. française, tout éparpillé en Allemagne. Mhm. Et donc, encore une fois, là, il faut partir. C'est ça. Et vous allez où à Et cet donc, âge-là ma mère avait rencontré mon beau-père, Jean-Claude, et donc en Allemagne. Et donc, lui était médecin et il venait de Franche-Comté, dans l'est de la France. Et donc, du coup, on s'est installé dans l'est de la France parce que lui, il a ouvert son cabinet. Et vous vous retrouvez à Audincourt. Je me retrouve à Audincourt, dans l'est de la France. en Là aussi, Franche-Comté. alors choc thermique peut-être pas, mais en tout cas encore re-choc encore culturel. Ouais. Mais ça va aussi marquer finalement votre caractère parce que ce sentiment du jour au lendemain de tout lâcher pour faire quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui va être marquant, qui va être déterminant même dans votre façon de vivre. Oui, bien sûr. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de très sédentaire. Donc, j'aime bien bouger, être un peu de partout. C'est également une force également de pouvoir voyager et d'apprendre différentes Et de cultures. tout lâcher surtout. Ouais. Surtout de tout lâcher. Bah, tout lâcher après. Voyager, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Enfin, tout le monde, mais le tout lâcher, c'est pas facile. Non, mais en même temps, si c'est juste des meubles, c'est rien. Vous voyez ce que je veux dire? Après, l'essentiel, c'est que vous soyez bien dans votre peau, vous savez où vous allez. J'ai mes mains pour travailler, ma tête, je suis en pleine santé. Mais vous n'en êtes pas encore là à l'époque. À l'époque, vous Non. êtes encore un adolescent. Et on vous retrouve à Audincourt. Et Audincourt, je l'ai matérialisé comme ça. Alors, il y a des secrets qu'on peut quand même avouer un petit peu. Il paraît que... Donc ça, c'est une copine à vous, hein, Oui, c'est une copine à vous que vous avez pris en Oui, photo, Aude, c'est une de mes meilleures amies. qui a accepté de se laisser photographier ici. Elle n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Parce que depuis tout petit, c'est votre mère qui vous a dit ça il n'y a pas si longtemps que Ouais. ça. Vous aviez une idée en tête quand vous étiez dans la rue, que vous voyiez des filles. Qu'est-ce qui se passait? Oui. C'est ma maîtresse, elle m'a demandé ce que je voulais faire quand j'étais plus grand et je lui avais répondu que je voulais choisir des femmes dans la rue, les déshabiller et les peindre en rouge. Donc c'était un peu délicat, mais en même temps, Il paraît aussi que vous achetiez des robes sur la Redoute, que vous offriez à votre maman. Enfin, il y avait des robes qui arrivaient à la maison et on ne Ouais. savait pas qui est-ce qui les avait commandées. Oui, c'était moi. Mais maintenant, elles vont la prendre, c'était moi. C'était moi, ouais. Quand je voyais une belle robe, je me disais, elle serait bien dedans. Et donc je commandais, je faisais les bons de commande et je les envoyais. Et puis ma mère recevait les colis, elle me disait, mais c'est quoi ça, j'ai rien commandé. Et des fois, elle gardait des choses et des fois, elle les renvoyait. Eh bien, on va voir ce que ça va donner, justement, cette formation. On ne va pas le voir ici, on va le voir dans une autre pièce. Avec plaisir. Allez, venez avec moi. Bon, on a une petite idée quand même, hein. Allez, Jean-Paul, prenez place. Merci. On a fait un petit bond dans le temps et même un petit bond géographique. J'ai mis cette photo de vous. Vous avez quoi, 20 ans là? J'ai 20 ans, c'est quand Et j'arrive vous à êtes Paris. à Paris. Ouais. Vous arrivez à Paris, alors vous n'arrivez pas, alors je ne sais pas si vous arrivez en tout cas habillé comme ça, mais pas dans cet état d'esprit-là au début. Au sortir de l'école, vous passez un BTS. C'est ça, je passe un BTS Action commerciale. Et puis après, je travaille dans une banque À Paris. à Paris. Pourquoi à Paris? Parce que Paris, c'est là où il se passe tout. Hein. C'est pas parce que vous étiez tombé amoureux aussi, non? Si, également. Si, également. Après, il ne faut pas tout dire. Je sais pas. Mais si, j'étais tombé amoureux. Donc, du coup, je suis monté sur Paris. Hein. Ouais. Et Paris était une magnifique découverte pour moi. C'est une des plus belles villes du monde. Hein. Sauf que vous êtes dans une banque. Ouais, sauf que je suis dans une banque. Mais après, bon, on se fait à tout. Mais apparemment pas moi. Ça a duré 6 mois. Ouais. Et puis, au bout de 6 mois, j'ai repris mes études. Au bout de 6 mois, en fait, il y a une image qui vous hante. Dis-moi si je me trompe. C'est ça, en fait. Oui, Ouais. oui. En plus, c'était cette robe. Hein. C'était cette robe, vous l'avez trouvée. C'était Carla Bruni qui avait défilé, c'était pour Saint-Laurent, je crois. Et donc, elle avait un dos nu à la Miraille d'Arc. Et j'étais avec ma mère, je devais avoir 15-16 ans. Et je vois cette femme marcher divinement et, avec un dos nu comme ça. C'est inspirant. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours été attiré par la mode, le maquillage, tout ce qui touche vraiment à l'univers esthétique. Hein. Et donc, vous dites quoi alors? C'est cette robe qui vous revient à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe là au bout de 6 mois de banque? Au bout de 6 mois de banque, je me suis dit, t'aimes bien faire les boutiques, t'aimes bien la mode, essaye styliste. Et donc,
Et donc j'ai arrêté la banque et je me suis remis dans mes études. Dans mes études, j'ai fait 3 ans dans une école qui s'appelle MGM Art School à Paris. Vous arrivez en cours d'année, hein? J'arrive en cours d'année, oui. Et vous êtes assez doué parce que vous allez finir major, hein, de la Ouais. première année, major de la promotion quand Ouais. même, incroyable. Et vous avez une idée en tête, c'est dessiner quoi comme genre de femme? Ah, une femme haute couture, assez rapidement. Pour moi, j'ai envie que toutes les femmes soient habillées comme des James Bond girls et que quand elles marchent dans la rue, que tous les regards soient posés sur elles, qu'il y ait une sensualité. Comme Ursula Andress qui sort de l'eau, vous voyez. En plus, en Corse, on est un peu comme ça. On a un peu cette image d'une femme avec un port de tête, un haut sourcil, une beauté des îles, quoi. Pas du prêt-à-porter, haute couture. Non, tout de suite, au niveau de ma main, c'est que la haute couture qui sort depuis le début. Donc tout ce qui est perlé, les grands dos nus, des grandes traînes, des jeux de transparence. Le prêt-à-porter au début ne m'acceptait pas. C'est pas moi qui l'acceptais pas, c'était lui qui ne m'acceptait pas. D'accord. Donc Et puis va arriver une opportunité, hein, parce que ce que vous avez décidé, il faut le montrer aussi de temps en temps. Et Oui. cette opportunité, c'est celle-ci. oui, c'est l'école HEC qui m'a contacté pour leur gala de fin d'année. Et donc, ils m'ont offert mon premier défilé sur Paris. Et donc, ouais, j'avais quel âge? J'avais, je sais pas, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Au début des années 2000, là, hein, c'est ça? Oui, Hein? c'est ça, au début Hein? des années 2000, juste après mes études. Et donc là, j'avais montré une trentaine de pièces. Trentaine de pièces. Ouais, une quand trentaine même. de pièces, ouais. Et ce qui est important sur cette photo, au-delà des robes, mais on va avoir l'occasion de revenir sur les robes, bien sûr, ce sont les deux, alors j'ai envie de dire les deux petites vieilles qu'il y a au premier rang, là, qui ont une Oui. importance capitale. Oui, c'est Gina et Estrella. Gina et Estrella. Oui, Gina, c'est celle qui est à gauche. C'est la mécanicienne floue de chez Balenciaga. Et Estrella était la première main de Paco Rabanne. Et donc, c'était mes voisines quand je suis arrivé à Paris. Gina habitait juste en face de chez moi, Estrella à 20 mètres. Et c'est elles qui m'ont appris vraiment tout le métier de la haute couture, les broderies main, perler à la main, faire des finitions, mettre un biais d'organza sous un pantalon pour qu'il roule. Des vieilles finitions qu'on apprenait auparavant, mais qu'on n'apprend plus maintenant et que je ne sais. Une chance extraordinaire, en dehors de l'école, ça, elles vont. En dehors de l'école, oui, en dehors de l'école. Et je me rappelle, un jour, Gina avait fait une robe pour Kylie Minogue. Pour son clip, c'était une robe bleue entièrement drapée blanche. Elle était en retard et donc elle était venue, elle avait rapporté la robe à la maison, parce qu'elle n'avait pas le droit, bien sûr. Et j'avais aidé à bloquer tous les drapés sur les côtés de mousseline de soie. Donc c'était une très belle expérience. C'est grâce à elle que j'ai acquis des compétences que je n'avais pas en sortant de l'école. Vous maîtrisez tout, en fait. Vous savez tout faire, là, sur cette photo, en fait. Enfin, tout sur faire, cette photo, non. je ne sais pas. Là, ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous faites, là, d'ailleurs? Là, je suis en train d'enlever le sous-vêtement de Delphine. Parce que la robe... Parce que quoi? Parce que vous, les robes, on ne met pas de sous-vêtements, c'est interdit? Non, c'est pas interdit, mais des fois, vous voyez, c'est plus provoquant de voir un string qui dépasse que d'imaginer de la nudité. Hein. Parce que là, si vous regardez bien, on voit rien. Tout est caché, le pubis est caché, la poitrine est cachée. Ce sont juste des broderies et des fleurs qui encerclent le corps. Donc, c'est beaucoup plus esthétique, à mon avis, que de voir un vieux sous-vêtement qui dépasse. Ça, c'est le bon côté, mais pendant quelques années, quand même, il va y avoir aussi des côtés un petit peu plus difficiles, parce qu'à cette époque-là, justement, l'école est finie, vous allez toucher le RMI, il y a des périodes un peu de bas, justement, là, non? Bien sûr. Tout ce que vous gagnez, vous l'investissez, justement, dans les fils, Oui. dans le... Oui. Et c'est quoi l'horizon? Est-ce que vous vous dites, il faut que je réussisse à tout prix? Vous êtes dans quel état d'esprit, là? J'ai toujours été quelqu'un de positif, donc je ne me pose pas la question, j'y vais. Ouais. C'est-à-dire que, voilà, j'ai ça, j'ai ce budget-là, et je veux créer une robe comme ça. Eh ben, je prends du tulle, j'achète des matières, quand j'achète les tubes, et je fabrique toutes mes matières, je brode entièrement mes matières. Comme je ne peux pas avoir de patronnière, eh ben, je fais moi-même les patrons. Quand j'ai pas le temps, ben, je prends directement la matière et je coupe, je monte la robe, et je rebrode par-dessus. Donc je fais tous les postes de 20 personnes. Pendant ce temps-là, vous ouvrez une boutique. Oui.
Et on arrive dans votre boutique à Paris. C'est votre première boutique. C'est ma première boutique, Ouais. rue de l'Odéon, dans le 6e arrondissement. Arrive cette fille qui s'appelle Diez. Elle s'appelle Diez. Diez, elle s'appelle Sarah, mais Vous laissez faire appel Diez et elle te dit, moi je veux une robe qui en jette. C'est ça qu'elle dit. Qui en jette, quelque chose un fourreau. Je lui dis, j'ai la robe pour toi, je vais la terminer à tes mensurations, pour qu'elle fasse justement tous les shows de The Voice. Cette émission-là. Oui, ça donne ça. Et donc, c'est la première fois que je suis vraiment passé à la télé avec mes robes. Et, le show The Voice sur TF1, il y a des millions de gens qui regardent. Et énorme. effectivement, je crois savoir, Jean-Paul, que c'est une des premières fois où on osait à ce point la transparence en prime time, en fait. C'est ça. C'est ça. C'était la première fois où, dans une émission de télé-réalité, on mettait déjà une robe haute couture, Eh oui. où il y avait beaucoup de transparence. La production avait fait 1001 cadrages pour faire attention, 2 heures de répétition juste par rapport à cette robe-là. Et donc, elle a porté divinement bien. Complètement. Et J'invite les téléspectateurs à aller regarder. C'est juste incroyable. Moi, j'avais oublié ça. Mais suite à ce passage, justement, véritable succès populaire. Oui, là, c'est justement c'est vraiment ce jour-là où j'ai commencé à recevoir des milliers d'emails par rapport à cette robe où tout le monde voulait l'acheter. Des milliers. Oui, j'ai reçu, mais je recevais, ça n'arrêtait pas de sonner. Mon téléphone, il buguait. C'était impressionnant. Les gens ne me connaissaient pas. Et donc, ils me découvraient. Et les gens parlaient de moi. J'étais dans la presse, j'étais dans Elle, dans Vogue. Donc, ça m'a fait une vitrine exceptionnelle. Et comme je dis à chaque fois, Diez, t'es ma first, quoi. Ah bon? Ouais, j'appelle my first. Il y a une autre robe aussi qui va être, alors, votre seconde, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, mais c'est celle-là. Louise. Paul. Paul, enchanté Paul. Le choix de la robe que j'ai faite peut paraître osé par rapport à mon attitude. Je suis assez réservée et je me mets pas du tout en avant. Mais voilà, il faut savoir que la styliste a beaucoup insisté pour que je porte cette robe. Moi. Et là aussi, effectivement, grosse réaction après. Après ça aussi. Ça va être vraiment un deuxième déclic très important dans votre carrière. Oui. Ouais. Cette robe-là, oui, elle a fait beaucoup parler d'encre. Ouais. Et donc là, ça commence à émerger. Et puis vous, à côté de ça, vous rencontrez ce mec-là, de dos, là. Oui, Michel Bonigne, photographe. Ouais. Et vous commencez à créer une équipe, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec Michel quand vous prenez des photos comme ça? C'est quoi le but? Donc avec Michel, on s'est rencontrés... qui est un insulaire, qui est un compatriote, bien sûr. Qui est corse, oui. Et donc qui a un talent incommensurable. Il est d'une sensualité extrême dans ses photos. Il sait mettre les femmes en valeur. Vous regardez juste la pose de la fille, il n'y a pas plus sensuel. Et en même temps, ce n'est pas vulgaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste de la sensualité. Et il arrive à saisir ce moment-là. Et donc avec lui, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des séances photos où on appelait les showrooms pour avoir des silhouettes, par exemple Chanel, Yves Saint Laurent ou d'autres grands créateurs. On réalisait une séance photo avec tous ces designs, plus certaines de mes robes comme celle-ci, et après on faisait un éditorial qu'on proposait aux magazines de mode. Donc ça faisait de la communication gratuite pour ma marque, pour la marque d'autres créateurs, et donc en même temps vous vous implantez vraiment dans le milieu de la mode. C'était malin ça. Donc vous avez une équipe avec qui vous travaillez comme vous voyez, vous avez votre équipe. Donc c'est la même chose, et vous gérez à la fois la communication, la publication, qui est dans le magazine. Et en tant que styliste, vous gérez tout, quoi. Et ça va faire quelques années. Et vous savez comment on dit dans la vie, il faut 10 ans pour réussir du jour au lendemain. Au bout de 10 ans, qu'est-ce que ça va donner tout ça? On va le voir dans une autre pièce. Allez, venez avec moi. Allez Jean-Paul, dernière pièce de notre périple avec votre deuxième boutique parisienne, celle-ci. Vous êtes vautré là. Oui, je suis vautré, c'est Atomic Circus. Atomic Circus, où vous travaillez beaucoup d'ailleurs. Oui, j'ai reçu beaucoup de personnalités, beaucoup de demandes de robes pour les festivals, pour les galas. Vous ne croyez pas si bien dire, effectivement. Cette robe-là, où on s'active, il y a beaucoup de monde qui vient dessus. Oui. On va la retrouver où? On va la retrouver. Elle est pour qui celle-là? Elle est pour Nabila, pour le Red Carpet de Cannes. On a la preuve en image. Ouais.
Ça envoie, hein. Ouais, ouais. En même temps, Nabila, elle est très demandée au niveau des photocalls. Et c'était marrant parce que elle a fait 2 festivals de Cannes, deux gros red carpet. Et c'était Jean-Paul Gaultier qui l'a habillé en premier. Après, c'était moi, Jean-Paul Beignet. Donc c'était marrant quand même. C'est les Jean-Paul. C'est les Jean-Paul. Ouais, c'était les Jean-Paul. Ça, pour le coup, c'est un raisonnement mondial. Et on voit Ouais. effectivement des influenceuses. On peut porter du Jean-Paul Beignet, même quand on n'est pas filiforme. Bien sûr, c'est à moi de bien sûr. m'adapter. Hein. Non, mais C'est à franchement. moi de m'adapter. Hein, c'est la mère de Cristiano Ronaldo. C'est la mère de Cristiano Ronaldo, ouais. Et puis il y a une petite histoire avec Céline, là. Oui, avec Céline Dion, oui. Je m'étais disputé avec mon compagnon et donc pendant toute la soirée, j'ai passé de Céline Dion, la même musique. Et j'ai arrêté à 5 h du matin, je me suis couché. Et quand je me suis réveillé, je ne sais pas si j'avais jeté un sort ou quoi, mais j'avais reçu une demande de la styliste de Céline Dion pour lui envoyer une robe pour sa grande tournée en Asie. Et donc, du coup, je lui ai envoyé et puis elle a porté. Et puis elle a même acheté, elle. Elle a même acheté, oui. Ouais. Donc belle rencontre, Céline Dion. Ouais. On vous retrouve à Cannes, bien sûr. Ouais. Et puis on vous retrouve aussi sur les podiums, j'ai envie de dire, les plus traditionnels. C'est là. Là, c'est un super show, là. Hein. Ouais, c'était au Shangri-La. C'est un palace à Paris. Oui. Et donc, la photo. Eh oui, mais bon, c'est votre quotidien aussi, hein. Ouais, mais je suis pas très à l'aise au niveau des photos. C'est rare que je fasse des photos ou même des interviews. À chaque fois, je refuse. Pourquoi? Parce que Pourtant, pour le coup, ça fait partie du job, logiquement. Ouais, ça fait partie du job. On est mais- privilégié, alors. Privilégié, non, mais je préfère qu'on voit mes vêtements plutôt qu'on voit mon visage. Ça sert à rien de voir un visage. Je préfère 1000 fois avoir, par exemple, voir Maro, qui est 1000 fois plus jolie que moi, avec une belle robe, ou Laila Ben Khalifa, que de me voir moi en plein milieu, quoi. Il y a quelqu'un d'autre qui a déclenché le feu quand elle a mis votre robe, c'est elle. France. When France was under lockdown in March of 2020, Clements wanted to support seniors and help them feel less isolated. This 24-year-old created a radio program for the elderly, interviewing them and listening to their stories. Là aussi, c'est une aventure, Jean-Paul. Oui. Hein? C'est Clémence. Clémence Bottineau, c'est Miss France 2020 pour Miss Univers. Et elle m'a envoyé un message, c'était un mois avant l'élection. Elle ne savait pas quoi mettre. Et donc, elle me dit est-ce que tu peux me faire une robe? J'ai dit oui. Et donc, je l'ai réalisée sur New York, la robe. Et donc, elle m'a donné toutes ses mensurations. Donc, la robe est tombée impeccable. Là, c'était le jour de l'essayage, donc il n'y avait aucune retouche au niveau de la robe. Par contre, mon équipe, qui est sur Paris, que je remercie derrière, avait rebrodé au niveau de la poitrine, au niveau du pubis, de manière à cacher les zones essentielles, pour qu'elle soit également à l'aise, c'est le grand jour. Et donc, ouais, elle a défilé dans cette robe-là, et apparemment, ça a plu. Ben oui, et vous l'avez dit, la suite de l'histoire, elle est là. Là, effectivement, elle est dans votre showroom parisien. Oui. Parce qu'entre-temps, vous avez déménagé, vous. Oui. Vous êtes tombé amoureux. Oui. Hein, et votre amoureux, vous l'avez suivi. Votre amoureux, votre mari, vous l'avez suivi ici. Oui. Avec Sydney, votre mari Sydney, Brandon. Sydney Brandon Foster-Beignet. Foster-Beignet, effectivement. Et c'est de là que vous avez confectionné la robe, effectivement, pour Oui. Miss Univers. Et c'est de là que vous travaillez. Et d'ailleurs, j'ai mis volontairement cette photo parce que ce qui est important aujourd'hui, ce qui était important, parce que le présent, il est là, ce qui était important à l'époque aux États-Unis et de manière générale dans votre vie, bon, ça c'est chez vous. Oui. Hein. C'était où ça d'ailleurs? C'était C'était à Los Angeles. à Los Angeles. C'est ça. C'est le mannequin, Ouais. là. Oui. Vous n'avez besoin que de ça, en fait. C'est ça, j'ai juste besoin d'un mannequin, de mes tissus, de mes mains et puis de ma tête. Ciseaux, fil, et vous faites tout le reste. Je fais tout le reste. Là, cette robe-là, je l'avais montée sans patronage. Donc, je prenais ma matière, je mettais directement sur mannequin, et après, je rebrode par-dessus. Tout simplement. Et après, je finis par mettre un zip à la main.
Et donc la robe, vous voyez, elle suit vraiment le mouvement du corps. J'invite ceux qui nous regardent d'ailleurs à aller sur votre site internet, hein, Jean-Paul Beignet, parce que pour le coup, il y a tout votre travail et comment vous contacter, à la C'est limite, gentil, je vous si remercie. si on veut une robe. L'aventure continue. J'ai mis ce petit clin d'œil parce que ça fait partie du rêve américain, ça, quand même, quand on arrive à apparaître là. Oh, watch. Nobody's talking to you, Butch. What the fuck did you just say? What, cowboy? You want to shoot me with that toy? Don't stop poking me. Don't mess with me. You're already floundering. Don't poke the shark. You keep poking the shark. Still fighting? Hi. Fabienne Cara. Hi, shooting star. Hi, Butch. Un ange d'âge, passe. Il est habillé par vous. Oui, elle porte ma robe là. C'est un court-métrage de Stéphane Fiorenza. Et donc, tous les acteurs sont les acteurs de Tarantino. Hein. Ce sont ses amis. Et donc, et Fabienne Cara lui a accepté de jouer, de prendre un rôle justement dans ce court-métrage. Et donc, j'ai habillé Fabienne Cara. Donc, c'était super cool. C'était C'est une belle expérience. bah oui, non, c'était super. En plus, ce sont des gens super sympas, une bonne équipe. Et tout le monde va dans le même sens. Hein, donc, c'était super agréable. Et puis, on a compris votre vie. Vous n'hésitez pas à tout lâcher désormais. La période américaine a un petit peu duré. Et vous avez tout remballé il y a peu, hein, pour revenir en France. C'est ça, il y a 2 Et on jours. va matérialiser ça comme ça, si vous le voulez bien. Parce qu'il y a des nouveaux projets en France. Oui, oui. Hein, et ça, c'est les nouveaux projets. Alors ça, c'est le chien qui a tout déchiré, les nouveaux projets. Mais enfin, vous les ça. avez aussi dans la tête. Pourquoi vous êtes rentré, Jean-Paul? Oh, je suis rentré pour plusieurs raisons. Déjà, ça faisait 3 ans que j'étais aux États-Unis. Hein, et j'avais déjà des projets qui sont en cours, là, que je ne pouvais pas réaliser en France. Donc, principalement le prêt-à-porter, hein, parce que maintenant, le prêt-à-porter vient vers moi. Ah bon? Oui, maintenant, j'ai envie de créer du prêt-à-porter parce qu'il faut correspondre un peu à tout le monde également. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer une robe à 10 ou 15 ou 20 ou 30 000 balles. Ouais. Donc voilà, et moi, mon but, là, c'est justement de créer du prêt-à-porter, mais version haute couture, c'est-à-dire déclasser la haute couture. Quand vous créez une robe haute couture, il suffit juste de la faire reproduire en plusieurs pièces, hein, vous voyez, et de faire un patronage et de perler au bon endroit. Vous avez juste à reproduire, donc tous les prix sont baissés. Hein. Donc, ce serait de faire justement des pièces qui vont de 20 balles jusqu'à maximum 190 balles. Mais quand vous les achetez, vous avez comme une pièce haute couture que vous portez. Donc, tout le monde pourrait un jour, Être une James Bond girl. voilà, pour moins de 190 balles. J'ai l'impression que votre vie ne fait que commencer, en fait. Mais c'est que le début, oui, bien sûr. Incroyable. je suis encore tout jeune, j'ai que 45 ans. 45 ans. À Paris, ça, hein, ça sera à Paris. Ça sera à Paris, mais je vais faire entre Paris, Los Angeles et New York. Donc là, je vais rester à Paris pendant quelques mois. Et après, dès qu'il va commencer à faire froid, je retourne sur Los Angeles. Hein. Bah oui, la vie est belle. Et puis après, parce que j'ai commandé une clientèle là-bas, donc on va bouger entre Paris, Los Angeles, New York. Voilà. Bon, on a eu beaucoup de chance alors de vous capter là pendant que vous étiez en France. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Non, vraiment, vraiment, on a découvert quelqu'un de... Je suis très content, vraiment, Merci très à content, vous. Jean-Paul. Super créateur, super personne. Allez, un petit selfie pour finir. Voilà, ça c'était ma photo. Merci infiniment. C'est moi. Je peux vous souhaiter quoi pour l'avenir? Que ça continue, tout simplement. Ça continue, et la santé aussi. Et la santé. C'est ça. À bientôt. À bientôt, merci.